Bonjour à tous, c'est l'heure de la rétro, une semaine riche en émotions suite aux annonces du Conseil fédéral et à l'évolution de la crise sanitaire. En plateau, on commençait la semaine avec le GOL. On donnait la parole à Mallory Moret-Beauchâtet, médecin-chef co-responsable du service de médecine et des soins intensifs, accompagné d'Olivier Cochereau, directeur des soins. On parle évidemment du point de vue médical. Ensuite, on passait au milieu économique et social. Voyage avec Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération suisse du voyage. Évidemment, on a également donné la parole au milieu culturel et au directeur d'Opus One, Vincent Zager. L'entretien sera diffusé dans l'émission rétrospective culturelle. Pro et anti-McDo se sont affrontés sur notre plateau de manière alternative lors de l'intervention des pétitionnaires pour une alternative à McDonald's. Le municipal en charge de l'économie pour la ville de Gland, Gilles Davoine, était attaqué de manière ciblée. Avant d'en parler, je vous propose de revenir sur l'actualité, évidemment sur la crise sanitaire et économique. Gilles Davoine, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors en tant que municipal, notamment en charge des finances et de la promotion économique pour la ville de Gland, est-ce que la situation actuelle vous inquiète ? Je pense qu'elle inquiète tout le monde, d'abord du point de vue sanitaire évidemment, et puis du point de vue économique, puisque je comprends que votre question s'adresse plutôt au municipal en charge de l'économie et des finances. Il est clair que là on va vers de nouveaux problèmes, peut-être moins par les restrictions qui pour l'instant restent assez équilibrées, mais en revanche par le nombre de cas et de quarantaines et de cas positifs et de malades qui font que les entreprises vont certainement avoir plus de peine à tourner dans ces conditions, c'est sûr. Sur les réseaux sociaux, vous revenez sur les interventions du Conseil d'État vaudois du 23 octobre. Vous suivez également les chiffres. Dans le fond, votre message, corrigez-moi si je dis faux, mais c'est les gestes barrières sont importants tout autant que la nécessité impérative du maintien de la vie sociale, économique, sportive et culturelle. Oui, moi j'étais très satisfait du message du Conseil d'État vaudois dans ce cadre-là. C'est vrai que moi, un de mes leitmotifs, c'est effectivement de dire absolument respecter les gestes barrières. C'est très important. Je pense qu'on ne peut pas s'en passer. Par contre, c'est d'éviter la culture de la peur. Je pense qu'il y a trop de chiffres qui sont donnés, qui sont faux, qui ne visent qu'à faire peur. Certains pensent que c'est par la peur qu'on va faire en sorte que les gens vont respecter les gestes barrières. Je crois que on a montré que ça ne fonctionnait pas. Je pense que, et d'ailleurs c'est la même chose que ce que je fais en tant que municipal à Gland, je pense que la transparence, l'explication, l'information est le meilleur des moyens pour faire en sorte que les gens respectent au mieux ces gestes de barrière. Pas la peur, pas des chiffres qui sont régulièrement faux, erronés en tout cas, qui ne tiennent pas compte de tout, comme le nombre de cas qu'on compare pas au nombre de tests par exemple. Donc aujourd'hui, si vous préconisez la transparence, est-ce que des nouvelles règles pourraient être appliquées de la part de la municipalité justement ? La municipalité a une marge de manœuvre qui est extrêmement faible dans ce cadre-là. On laisse faire évidemment le Conseil d'État et puis le Conseil fédéral. Nous, c'est juste au niveau de l'administration surtout qu'effectivement il y a des questions qui vont se poser aussi au niveau du télétravail et autres, mais ce n'est pas dans mon domaine direct, dans mes dicastères directs. Mais ça se discute évidemment, j'imagine. Durant le semi-confinement, vous aviez soutenu l'économie locale avec des bons pour les commerçants, des rabais proposés par la municipalité, avec une collaboration entre l'association commerciale et la ville de Gland. Est-ce que c'est des solutions qui pourraient être de nouveau jouées, mises sur table ? Oui, il y a des solutions qui sont en train d'être discutées. On va revenir avec un préavis, comme promis d'ailleurs, suite à un postulat de M. Mesmer, devant le conseil communal, donc avec un préavis qui visera à apporter une aide sous forme certainement un petit peu différente que celle qui avait déjà été donnée, puisqu'on avait vu que ces bons se répartissaient comme une manière assez mauvaise, on va dire. Il y a certains commerçants qui en bénéficiaient beaucoup, d'autres pas ou pas du tout. Donc il y a peut-être mieux à faire par rapport à cela, mais c'est vrai que c'est un casse-tête aussi, parce que finalement, comment aider les commerçants au mieux. On a fait un sondage, ça nous a pas appris beaucoup de choses, donc c'est compliqué. Mais on va revenir avec un préavis, avec une somme demandée certainement au conseil communal, de manière à pouvoir justement réagir en cas de besoin. Aujourd'hui, quel est le plus grand besoin que vous ressentez de la part des habitants de Gland ? Alors des habitants, visiblement, comme je ne pense pas qu'il y ait une différence entre les habitants de Gland et les habitants en Suisse en général. Il y a vraiment un besoin de pouvoir se projeter. Je crois que c'est ce qui manque beaucoup. On a beaucoup de peine à voir ce que va être l'avenir, tant en termes de mesures à prendre qu'en termes sanitaires et finalement ce que nous réserve l'avenir. Je crois que c'est la crainte actuelle des gens, et même pas qu'en Suisse d'ailleurs, un petit peu partout dans le monde. Donc c'est une situation extrêmement compliquée à vivre pour tous, et je ne crois pas que les attentes des Glandois soient différentes à ce niveau-là. On peut citer également le prix 2020 Nouvelle économie à la recherche de solutions de demain. Aujourd'hui, si vous sollicitez la population avec cet appel à projet, est-ce que ça veut dire que la municipalité est à court d'idées ?
Non, bien au contraire. Hein. Justement, nous sommes dans l'idée même de justement faire en sorte de, par ce biais-là, de cette manière-là, faire en sorte de promouvoir justement le commerce local, l'économie circulaire, le partenariat. Ce sont les 3 axes de ce prix Nouvelle Économie. Et puis, on nous dit assez souvent, et je partage, hein, pour le sens sportif, j'ai fait une séance participative, on nous dit souvent finalement on ne fait pas participer la population, on ne fait pas participer les entreprises. Enfin, l'idée c'est justement de les faire participer et puis de voir d'abord quelles sont leurs idées plutôt que d'avoir un système vertical où nous imposerions, où nous donnerions nos idées. Eh bien on va les prendre directement auprès des entreprises et puis récompenser celles qui vont dans le sens effectivement d'une politique de promotion économique, d'une stratégie que nous avons mis en place assez dernièrement. Une économie locale, ça pourrait être justement à contre-pied, à contre-courant du McDonald's, multinationale américaine. Oui, alors vous avez reçu sur votre plateau Thibault Lafont de Collonges qui vous a quand même un petit peu expliqué à quel point il était loin d'une multinationale américaine. Il est juste un franchisé, un père de famille, 4 enfants, qui a sa SARL, qui va mettre ses bureaux à Gland, donc avec donc les revenus qui viendront aussi même de Nyon à Gland pour une partie. Donc on est loin de la multinationale, mais c'est vrai qu'effectivement, il ne faut pas se leurrer, le McDonald's n'est pas très bon en termes d'économie circulaire. Bon, maintenant tous les cartons par exemple sont recyclés, hein, c'est du carton, c'est du papier recyclé, c'est du carton recyclé, c'est grâce à eux qu'il y a finalement un vrai marché aussi de recyclage et qu'on paye peut-être moins cher pour ce recyclage, mais toujours est-il que ce n'est pas le modèle absolu d'économie circulaire, ça c'est sûr, et ça montre aussi qu'effectivement, quand bien même il y a une arrivée du McDo, qui est un événement privé, la municipalité ne change pas son cap, qui est assez clair par rapport à sa stratégie de promotion économique. On recevait également sur notre plateau des pétitionnaires pour une alternative à McDonald's. Vous avez été vivement critiqué de manière personnelle. Aujourd'hui, ce qu'on vous reproche, c'est finalement d'être la tête de gondole de ce projet. Vous comprenez ? Non, enfin je comprends, c'est-à-dire que quand on a cette fonction municipale, on sait qu'on va régulièrement nous prendre à partie, disons, et assez peu souvent nous remercier, nous féliciter. On va souvent prendre plutôt les côtés négatifs que les côtés positifs. Je le sais, c'est pas un problème, mais c'est vrai que je suis la tête de gondole de rien du tout. Je crois que tout le monde s'est expliqué. Le McDonald's aussi par la voix de Thibault Lafont de Collonges. C'est quelque chose que, comme on l'a dit, ça fait 20 ans qu'ils essaient de s'installer ici. Thibault Lafont de Collonges a repris le flambeau une fois qu'il a été franchisé, parce qu'avant c'était McDonald's Suisse et SARL, effectivement. Il voulait s'installer à Gland. Concrètement, c'est le fait de soutenir ce projet, que vous, Gilles Dadouane, vous acceptez ce projet. Déjà, effectivement, alors comme ils l'ont un peu dit, mais c'était assez étrange, c'est la municipalité. Gérald Créteny, le syndic, s'est aussi exprimé, par exemple, dans les colonnes de certains journaux sur ce projet. On ne peut de toute façon pas le refuser, alors qu'on ne veuille pas le refuser, parce que ça va être générateur d'emplois, de revenus, d'une forme de service qui n'existe pas encore à Gland et qui est attendu par une partie de la population, c'est sûr. Après, on a pris, à notre avis, le meilleur endroit ou le moins mauvais selon où on se place pour cette activité qui reste après une activité privée et autorisée. Donc autant essayer d'en tirer les profits et puis essayer de faire en sorte d'avoir le meilleur rapport possible avec McDonald's pour justement faire une convention de monitoring et puis pour aller plus loin après, par exemple justement dans des promotions d'économie circulaire et autres. Thibault Lafont de Collonges est un bon partenaire pour discuter par rapport à ça, plutôt que de venir en... On pourrait imaginer une rencontre entre la population, Thibault de Lafont et peut-être la municipalité, c'est ça? Moi, personnellement, mon téléphone est toujours ouvert. Je suis surpris de voir effectivement M. Burgler qui dit sur votre plateau qu'il en a particulièrement contre moi, qui fait une pétition, plutôt que simplement de me téléphoner, de venir me voir, parce que je n'ai jamais rencontré ce monsieur. Donc on peut discuter, il n'y a pas de doute. Et puis, est-ce que des échanges de mails ont eu lieu? Non, aucun. C'est-à-dire qu'on ne m'a jamais contacté par rapport à ça. Et puis, moi, leur pétition, je suis assez favorable à ça. C'est-à-dire que le VBF, un projet que j'ai mené depuis le départ et qui a eu une fin heureuse au conseil communal, qu'ils ont accepté qu'on acquiert cette parcelle vraiment très importante, bien, on a dit qu'on allait certainement vouloir faire un café-théâtre, café-restaurant. Eh bien, certainement que si la municipalité, là, a un établissement public de ce style, et on ne va pas le gérer nous, mais disons que si on le donne en gestion, eh bien, on donnera certainement beaucoup d'éléments à respecter qui seront ceux qui figurent évidemment dans cette pétition. Il n'y a aucun problème avec cette pétition. Quel est le lien entre les deux? Est-ce qu'on pourrait dire que justement le McDonald's permettrait peut-être d'autres associations, en tout cas faire venir plus de culture, plus de sport à Gland? Moi, de toute façon, un McDonald's soutient les cinémas à Nyon, soutient les associations sportives, le FC Gland notamment à Gland. Il est apporteur d'une certaine manne financière qui est toujours aussi bienvenue. Il est apporteur d'une certaine visibilité, des gens qui vont venir dès qu'ils vont voir Gland parce qu'ils vont s'y arrêter en raison du McDo. Ça reste effectivement quelque chose où il y a plein d'éléments positifs à retenir. Je comprends les éléments négatifs qui sont mis en avant
avant, d'ailleurs par les pétitionnaires qui veulent une alternative. En tant que tel, ils ne sont pas contre McDo, mais parfois on n'est pas sûr que ça soit tout à fait clair même pour eux. Gilles Davoine, municipal en charge des finances et de la promotion économique pour la ville de Gland, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec plaisir, merci à vous. Alors que les hôpitaux valaisans se disent débordés et que les HUG appellent du personnel en renfort, quelle est la situation à l'hôpital de Nyons? On en parle avec nos deux invités, Dr Mallory Moret-Beauchâtet, médecin chef, co-responsable du service de médecine de l'hôpital de Nyons. Bonjour, merci d'être avec nous. Avec nous également Olivier Cochereau, directeur des soins à l'hôpital de Nyons. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va commencer la discussion toujours comme d'habitude. Quelle est la situation à l'hôpital de Nyons? La situation est assez stable, en tout cas stabilisée à l'hôpital de Nyons. C'est vrai qu'elle est quand même préoccupante pour la suite. On voit que l'évolution s'accélère effectivement très vite. On avait la semaine dernière à peu près 8 cas de patients et en 10 jours on est arrivé déjà à presque 20 cas. Donc c'est vrai que ça évolue très très vite, mais elle est stabilisée en termes de nombre de patients en tout cas. J'aimerais qu'on regarde un petit peu ces chiffres à l'écran et qu'on s'y attarde. C'est des chiffres que vous nous avez envoyés hier, donc ça a un petit peu déjà évolué, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure. Si on compare par rapport à mars, est-ce que ces chiffres ils restent dans la norme ou est-ce que la situation elle est hors contrôle comme on l'entend? Alors la situation n'est pas hors contrôle. Ce qui change un petit peu aujourd'hui, c'est que ces chiffres ne sont pas énormes, puisqu'on allait jusqu'à presque 42 patients hospitalisés lors de la première vague. Donc aujourd'hui, ça c'est évidemment maîtrisé. Maintenant, le GOL, il a plusieurs difficultés. Ça veut dire qu'on doit accueillir le plus de patients Covid possible, évidemment. On doit aussi garder notre activité pour tout ce qui est patients chroniques et puis opérations. C'est extrêmement important aussi pour répondre à la population. Et puis on doit surtout maintenir, évidemment, la motivation de nos collaborateurs et puis toutes ces quarantaines qui ont lieu par rapport à tout le personnel du GOL. Et là, on voit aussi un chiffre qui peut paraître aussi un peu inquiétant, nombre de collaborateurs en quarantaine, 20 personnes. Exactement, ça correspond à peu près à 2%, donc c'est pas énorme, à 2% de nos collaborateurs, c'est pas énorme, mais la semaine dernière, on en avait 1%, on est monté à 10 jours, et on voit que ça va s'accélérer, et ça, c'est très inquiétant. Mais comment est-ce qu'on l'explique? Ça veut dire que les gens font peut-être moins attention, que les gestes barrières ne sont pas si importants que ça, pas si efficaces, ou comment est-ce qu'on l'explique? Alors, pas du tout. À la première vague, tout le monde était confiné. Alors évidemment, on n'avait pas de raison d'attraper ce virus. Aujourd'hui, on revit à l'extérieur, donc c'est là où on l'attrape. Et on le voit dans nos 20 collaborateurs, c'est que des personnes qui l'ont attrapé à l'extérieur. On n'attrape pas le virus à l'intérieur de l'hôpital parce que justement, on utilise les barrières, les gestes barrières. Docteur Mallory Moret-Beauchâtet, aujourd'hui, quel est le protocole qui est appliqué aux patients Covid au sein de l'hôpital? Alors c'est un protocole habituel dans le sens où cette maladie, la Covid-19, s'exprime de façon très différente. Elle peut être un rhume, comme on l'entend souvent. Elle peut être une bonne grippe avec une pneumonie. Ça, c'est la majorité de nos patients hospitalisés. Et puis ça peut aller jusqu'à ce qu'on appelle la RDS. Donc c'est un syndrome d'insuffisance respiratoire aiguë qui nécessite une prise en charge bien plus spécifique. Et c'est là qu'on prend en charge nos patients aux soins intensifs. C'est une minorité des patients, encore une fois, une très faible minorité, mais ces patients nécessitent beaucoup de soins avec beaucoup de moyens et restent très longtemps aux soins intensifs. C'est ce qu'on a vu pendant la première vague. Donc les protocoles qui sont appliqués, c'est ceux qui sont recommandés par la Société suisse de médecine intensive, par la Société suisse d'infectiologie. On n'a pas de traitement miracle, vous le savez bien tous. On n'a rien à proposer qui soigne la maladie comme ça. C'est un virus. Donc en fait, nous, on fait du support par l'oxygène et puis ensuite par des mesures plus compliqué pour les patients qui sont aux soins intensifs. Mais j'imagine que vous avez quand même tiré des expériences de cette première vague. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a des manières différentes de faire peut-être? Alors ce qui est différent, c'est l'expérience qu'on a acquise pendant ces 6-8 semaines très difficiles au mois d'avril. Ça veut dire que les équipes sont rodées. Elles ont eu beaucoup de patients qui avaient la même pathologie pendant plusieurs jours. Donc on a acquis des réflexes, des meilleures prises en charge. Par contre, en ce qui concerne la prise en charge de la maladie elle-même, c'est la même depuis les années 60. Donc il n'y a rien de miraculeux, il n'y a rien de nouveau. On sait faire. Ce qui était nouveau, c'était le nombre de patients qui étaient là au même moment avec la même maladie. Maintenant, c'est clair que pour des questions techniques, logistiques, les équipes sont rodées parce qu'elles ont eu l'occasion de s'y frotter. Aujourd'hui, est-ce que le profil des patients, c'est le même que celui qu'en mars? Oui. C'est le même.
C'est-à-dire que ce que j'interprète moi-même, parce qu'on n'a pas assez de recul bien sûr pour avoir des observations précises et rigoureuses, mais ce qu'on a eu l'impression, c'est qu'au mois de mars, tout le monde s'est infecté, donc également la partie âgée et polymorbide de la population, c'est-à-dire les patients obèses, les patients qui avaient déjà des maladies chroniques, l'hypertension, etc., le diabète. Pendant la reprise des activités normales, c'est surtout les patients jeunes qui ont été infectés parce que c'était l'été, la vie sociale a repris et c'est ces patients-là qui sont infectés. Et maintenant que ces patients ont malheureusement contaminé un petit peu toutes les autres patients de la population, on revoit à l'hôpital des patients âgés, des patients qui ont des comorbidités et c'est eux finalement qui sont hospitalisés et ce sont eux aussi qui sont malheureusement les plus graves à l'hôpital. Alors on vous entend, vous avez un discours qui est plutôt rassurant même si vous êtes inquiet pour l'avenir, hein, je parle sous votre contrôle donc n'hésitez pas à me corriger si je dis une bêtise. On entend un peu tout et n'importe quoi à l'extérieur, on voit que certains hôpitaux sont inquiets aussi, qu'il leur manque du personnel. Aujourd'hui, cette situation, vous comment la vivez? Est-ce qu'il manque des lits d'hôpital? Est-ce que le personnel va bien? Qu'est-ce qui se passe? Alors des lits, on en a aujourd'hui. Maintenant c'est sûr qu'il faut que la coordination entre le canton, dans le canton, elle se fasse de manière assez fluide, hein, parce qu'on va avoir besoin les uns et les autres à certains moments. Maintenant ce qui est plus inquiétant, c'est par rapport au personnel encore une fois, c'est qu'on voit évidemment que ce personnel est en quarantaine et qu'on va avoir du mal à en recruter ailleurs puisque en France ils ont fait un plan blanc et donc ils vont réquisitionner aussi leur personnel. Ici chez nous il y a des institutions universitaires qui ont déjà réquisitionné beaucoup de personnel, des agences et puis de l'extérieur, donc c'est vrai que ça nous inquiète pour répondre à cette deuxième vague. Mais est-ce qu'il vous manque du matériel, des lits? Pas du tout, il ne nous manque ni lit ni matériel aujourd'hui. Parce que vous avez cité l'exemple de la France, justement on pourrait parler d'une stratégie de reconfinement, un couvre-feu, masque obligatoire en extérieur. Est-ce que ça c'est des solutions qui pourraient vous soulager peut-être à l'hôpital de Nyon? Ça pourrait effectivement nous soulager. Aujourd'hui le travail qu'on doit faire, je crois qu'il doit être important au niveau de la population plus que dans les institutions. Dans les institutions on voit que pour l'instant c'est assez maîtrisé et qu'il y a une coordination qui se met en place, mais effectivement dans la population il faudrait, alors on verra si Alain Berset nous le propose demain, hein, mais peut-être faire des couvre-feux. Alors je sais que c'est toujours un peu embêtant notamment pour l'économie, mais c'est vrai que pour nous c'est des choses qui pourraient nous aider. Oui. Un couvre-feu ça vous soulagerait, oui. Docteur, je crois que vous voulez prendre la parole, mais j'aimerais revenir aussi sur la grippe, n'hésitez pas à y revenir après, parce qu'on parlait de la grippe, parce qu'on sait qu'aujourd'hui les gens ont tendance à se faire vacciner aussi pour se soulager un peu ou plutôt se rassurer. Est-ce que c'est le bon moyen ? Alors il faut se faire vacciner, ça c'est toujours le bon moyen, 2020 ou pas 2020. Je peux que vraiment porter ce message, être favorable à la vaccination de la grippe. C'est d'autant plus important évidemment cet hiver parce qu'il ne faut pas qu'on rajoute en plus ces patients à ceux qui seront déjà là. Donc vraiment ça c'est un message important à faire passer à la population. S'ils hésitaient l'année passée, il ne faut plus hésiter cette année et aller se faire vacciner. Encore plus les patients qui sont fragiles, âgés ou qui ont des comorbidités. Donc il est encore temps. Il le faut, c'est maintenant le bon moment et jusqu'à fin janvier, parfois même mi-février, on peut encore se faire vacciner et ça vaut la peine, ça dépendra à quel moment le pic de grippe interviendra. Peut-être cette année il sera moins important que d'habitude au vu des gestes barrières qui seront appliqués par la population. Comment est-ce que vous voyez la suite ? Alors justement, ce que je voulais rajouter peut-être à ce que dit Olivier tout à l'heure et ce qui est important que peut-être la population comprenne, c'est que par rapport à mars où il y avait un confinement, où on a vu nous plus aucun patient non Covid à l'hôpital de Nyon, pour nous c'est important que la population sache qu'il ne faut pas qu'elle reste malade à la maison, qu'il faut qu'elle consulte et qu'il faut qu'on puisse prendre en charge ces patients. Et maintenant c'est ça la difficulté à l'hôpital de Nyon, dans un hôpital régional avec une structure qui est limitée, qu'on puisse prendre en charge aussi bien les patients Covid qui en ont besoin, mais aussi les autres, les AVC, les infarctus, les grippes, les pneumonies, et que les gens n'aient pas peur de venir consulter parce que nous, on travaille pour pouvoir les accueillir aussi bien que les autres. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est ça la différence avec mars, et c'est avec ça qu'on doit jouer. Et la suite, elle va se jouer là-dedans aussi. Il ne faut pas qu'on laisse ces patients au bord de la route parce qu'ils vont revenir à un moment donné, et ils vont revenir plus malades et surcharger encore plus les hôpitaux, peut-être en janvier où ce sera
toujours pas terminé cette deuxième vague. Donc c'est ça surtout qui nous anime aujourd'hui, qu'on puisse accueillir vraiment la population dans des bonnes conditions, et ça change un tout petit peu de la situation de mars, et c'est peut-être ça qu'on aura appris en mars, c'est que tous ces patients qui ne sont pas venus, on les a récupérés cet été. On a beaucoup travaillé dans le service de médecine cet été avec des patients qui sont inhabituellement pas là pendant l'été, et ça c'est quand même des dégâts collatéraux de ce qui s'est passé en mars, et c'est ce qu'on veut éviter cette fois-ci, en appelant la population à ne pas hésiter à consulter leur médecin et l'hôpital s'il le faut. Donc si je résume, et je vous donnerai le mot de la fin, Olivier Cochereau, on pourrait dire donc évidemment les gestes barrières sont toujours importants, peut-être un coup d'appel à la Confédération, un couvre-feu pourrait vous aider, inquiet pour la suite, mais quand même c'est important de réagir maintenant. Exactement, il faudrait vraiment réagir maintenant, il faut vraiment que la population comprenne que c'est important, effectivement, tous ces gestes barrières, on le voit, même nous, on n'a pas de masque, mais on se situe à évidemment 1,50 m l'un de l'autre, et ces gestes vont permettre de ne pas retrouver tous ces patients qui seront infectés à l'hôpital, et de nous aider, effectivement, comme le disait la docteuresse Moret-Beauchâté, et ça c'est extrêmement important, de retrouver les patients autres, et surtout qui reviennent dans notre hôpital. Merci à vous deux d'avoir été avec nous et pour ces précisions. Courage à tout le personnel à l'hôpital de Nyon. À très bientôt. Merci. Retour de vacances et on pense déjà aux prochaines. Que pourra-t-on faire et où pourra-t-on partir à Noël? À l'heure où l'on enregistre cette interview, la Confédération n'a pas encore fait ses annonces, donc rien n'est sûr. Une chose est sûre, la Fédération suisse du voyage se réunissait mardi avec son comité. Stéphane Jaillet, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous en êtes le président. Vice-président, exactement, vice-président. Avant d'en parler, j'aimerais savoir, est-ce que les Suisses sont partis ces vacances d'octobre? Alors, extrêmement peu. Étant donné que sur la liste rouge de l'OFSP, plus de 70 pays étaient mentionnés. Donc c'est vrai que ça freinait ou ça a freiné beaucoup de prises de décision par rapport aux quarantaines qui étaient demandées lors du retour en Suisse. Donc on le voit, un secteur d'activité qui est chamboulé, cette première vague qui vous a beaucoup affaibli dans le secteur du tourisme, du voyage. Aujourd'hui, quelle est la vision de la société fêtière ? Alors, on a toujours une vision positive, puisque le voyage est positif, on crée des émotions, on crée des expériences, mais c'est vrai qu'on attend maintenant des solutions pragmatiques, concrètes, financières de la Confédération et des politiques. On a déjà atteint certains objectifs avec l'article 12 de la loi Covid où nous avons été validés comme cas de rigueur. Donc pour nous c'est déjà une bataille qui a été gagnée, mais c'est vrai qu'on attend maintenant des signaux concrets pour justement pouvoir continuer à donner des valeurs ajoutées aux clients, des conseils et des soutiens avant, pendant et après leur voyage, des voyages qui ne sont pas encore tellement effectués sur 2020 pour les raisons qu'on connaît. Mardi, on apprenait également dans la presse qu'Alain Berset souhaite revoir les règles pour les voyageurs, des mesures qui devraient réduire de façon importante le nombre de pays figurant sur cette fameuse liste rouge. J'imagine que ça vous soulagerait. Oui, énormément. Alors, comme vous l'avez dit, on enregistre l'émission maintenant et on attend formellement une décision de M. Berset qui nous permettrait de donner un peu plus de flexibilité et de liberté de manœuvre à tous les clients et à toutes les personnes qui souhaitent voyager avec cette mesure de 60 cas en plus de la moyenne suisse, parce que pour l'instant il y a une incohérence par rapport à cette liste rouge. Une liberté de manœuvre, ce serait aussi de fluidifier finalement le trafic, j'ai envie de dire. Vous proposez également que des tests soient mis dans les aéroports. Alors c'est en phase de test sur l'aéroport de Paris. Il y a beaucoup d'aéroports internationaux qui sont sur cette idée, et c'est vrai que ça nous permettrait de pouvoir donner l'opportunité aux voyageurs de partir sans avoir la servitude d'une quarantaine. Si on parle aujourd'hui du chiffre d'affaires de ce secteur d'activité qui est mis à mal pour cette première vague, qu'est-ce qu'on peut en dire par rapport à l'année précédente, la situation actuelle aujourd'hui? Alors malheureusement, nous sommes à plus de 90% de retrait. Certains
certains acteurs sont à plus de 95, voire 100% de non-facturation, de non-chiffre d'affaires, en fonction de leur thématique, en fonction de leur destination et en fonction de leur segment client. Donc c'est vrai que plus de 90% du chiffre d'affaires ne s'est pas réalisé en 2020 comparé à 2019. Vous-même, vous êtes directeur d'une agence de voyage. Quelles conséquences est-ce que ça a, cette baisse de chiffre d'affaires? Alors on a dû malheureusement se séparer de 20% de notre effectif. Nous étions 20 personnes, nous sommes maintenant 16 personnes. Et il est vrai qu'on doit encore prendre des décisions pour la suite en fonction de l'évolution de la situation. Combien de temps est-ce que vous pouvez encore tenir dans la situation où vous êtes? Alors chaque acteur a une situation de trésorerie un tout petit peu différente, mais je dirais que jusqu'à la fin de l'année maximum, on va donner une moyenne, jusqu'à la fin de l'année maximum, on peut tenir. Il y en a déjà qui ont lâché, malheureusement. Mais ce que la Confédération nous dit et les cantons qui peinent à prendre des décisions et des positionnements nous parlent de février-mars. Et là, ça va être extrêmement dur de tenir jusqu'à cette période-là. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire ou non que la Suisse veut encore de ce secteur d'activité? Alors, on s'est posé la question à la fêtière et on se la pose depuis plusieurs années. L'évolution de la situation depuis l'arrivée d'Internet, avec une perte de 50% du secteur d'activité, avec l'arrivée du tourisme de masse qui ne nous concerne plus parce que le tourisme de masse, maintenant, les clients font eux-mêmes. Et c'est vrai qu'on n'a rien à amener à ces clients qui double-cliquent sur une compagnie aérienne, qui double-cliquent. Vous dites qu'une agence de voyage, c'est futile? Non, pas du tout. C'est justement pas futile. Pourquoi? Parce qu'on amène une valeur ajoutée que le tourisme de masse ne va pas chercher. Donc on amène des conseils avant, on amène un soutien avant aussi, pendant et surtout après. Et on l'a vu avec la crise Covid 2019. Le nombre d'efforts qu'on a dû faire pour justement, entre autres, la DFAE, mais aussi des clients existants qui étaient bloqués dans certains endroits, des clients qui voulaient aller retrouver leur famille, des clients potentiels qui avaient double-cliqué, donc qui avaient pris leur propre initiative. On leur a donné un coup de main et on espère, et on le sait, que la valeur ajoutée d'une agence de voyage, elle est concrète et absolument pas futile. Donc aujourd'hui, le rôle des agences de voyage change quelque peu. Moi, par exemple, si je prends un billet d'avion, que je pars, je n'ai plus forcément envie d'y penser à toute cette situation. On a envie de se laisser aller, profiter, les émotions, comme vous me disiez tout à l'heure. Est-ce que c'est le rôle d'une agence de voyage de justement d'avoir ce souci de prendre soin de ses clients et de leur dire, bah voilà, aujourd'hui la situation est compliquée, il faut rentrer, voilà ce qu'on vous propose, c'est ça? Alors, c'est même pas un rôle, c'est une mission. Si on vient chercher le conseil, on vient chercher un échange entre humains et on vient chercher aussi des conditions extrêmement formelles. On utilise aussi Internet, hein, on n'est pas à côté d'Internet, on utilise les outils, mais on les utilise tous les jours et on utilise tous les jours les mêmes. Donc on arrive à donner une objectivité de l'offre, une objectivité de la situation que le client est en mesure d'attendre s'il pousse la porte d'une agence. On a parlé ici de voyage de loisirs. Un autre secteur dans la région, c'est le voyage d'affaires. Beaucoup dans le tourisme ici se posent la question de qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que ce secteur-là aussi il est mis à mal? Alors il est extrêmement touché, encore plus que le voyage touriste ou touristique, avec l'arc lémanique, avec toutes les multinationales, toutes les sociétés internationales, toutes les PME qui exportent, qui envoient des commerciaux aussi sur place. Et c'est vrai qu'on parle peu, malheureusement, de ce canal voyage d'affaires dans le secteur d'activité qui nous touche. Mais oui, ils sont extrêmement mis à mal, d'autant plus que le 95% de leurs produits, les produits qui est vendu, les services qui sont vendus, touchent l'aérien. Et l'aérien, comme vous le savez, est de nouveau lié à cette liste rouge, à une évolution globale, européenne, internationale. Et c'est vrai que si les avions ne partent pas ou ne desservent pas telle et telle destination, c'est encore plus compliqué d'envoyer des gens pour faire du commerce. Et j'aimerais prendre votre cas personnel, puisque sur les réseaux sociaux, allez avant-le cet été, vous étiez quelque peu fâché, hein, vous nous disiez, mais finalement, la Confédération nous dit restez en Suisse. Et vous, qu'est-ce que vous avez fait?
Alors, je ne suis pas resté en Suisse, je suis parti en Corse, l'île de Beauté, mais avec le secteur d'activité, on a mis en avant pas mal d'opportunités sur la Suisse. On a donné ce soutien-là, mais il est vrai que c'était un peu limité. Pourquoi? Parce que justement, le Suisse sait voyager en Suisse et sait où trouver des solutions, mais on a pu quand même donner une valeur ajoutée pour les personnes qui se sont appuyées sur les services d'une agence de voyage. Du coup, qu'est-ce qu'on peut espérer pour nos vacances de Noël ? Déjà d'y arriver, mais surtout de passer de très bonnes vacances. Ce qu'on espère, et on le voit avec certaines compagnies aériennes comme TAP Air Portugal, qui a remis des vols sur Porto depuis le 15 décembre. Donc ça montre aussi, avec la configuration et la segmentation ethnique qu'on a sur la Suisse romande et en Suisse, qu'il y a cette volonté. On espère vraiment que tous ces gens puissent aller dans leur famille et vice-versa. On espère aussi que le secteur d'activité va encore recevoir cette confiance des politiques et de la Confédération. Et on y croit parce que ce secteur d'activité est par définition optimiste. On a vu beaucoup d'épreuves, on a été confronté à beaucoup d'épreuves depuis plusieurs années. Je dirais les plus grosses épreuves en fonction de la technologie, c'était avec Internet il y a 20 ans. Et là, avec tout ce qui s'est passé pendant ces 20 dernières années, on a su réagir et on a su garder justement une valeur ajoutée pour nos clients. Et faire en sorte que les familles puissent se retrouver à Noël. Stéphane Jaillet, vice-président de la Fédération suisse du voyage. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Avec grand plaisir, merci de l'invitation. À Gland, le magasin SB Sport est en cendres. Dans la nuit de lundi à mardi, aux environs de 1h du matin, l'enseigne SB Sport a pris feu. Joël Brunner donne la parole au directeur de l'entreprise, Marc Bucher. Dans la nuit de lundi à mardi, le magasin SB Sport a pris feu. Marc Bucher, vous êtes le directeur de l'entreprise basée à Gland. Est-ce qu'on connaît désormais la cause de l'incendie? Alors, non, bonjour. Non, malheureusement pas. Et il semble que c'est des personnes malveillantes qui ont mis le feu à la terrasse de notre café, qui celle-ci s'est embrasée et avait sous l'effet, je dirais, de la chaleur. On a les vitres du café qui ont explosé et le feu a pénétré dans le café. Donc, a complètement détruit notre partie café. La partie playground a été fortement touchée et tout le magasin a été impacté, surtout par la fumée, les nuisances, de tout ce que la fumée représente. Les dégâts donc assez importants. Financièrement, à combien est-ce qu'on peut les chiffrer? Alors, à ce jour, c'est hyper difficile, mais c'est clair que le café est complètement détruit. Donc, il y a non seulement le mobilier, mais l'immobilier à refaire de A à Z. Et puis, c'est ce qu'on a depuis ce matin. On est en route pour l'évaluation des dégâts sur le matériel destiné à la vente. Mais ce sera évidemment assez conséquent. Ça tombe vraiment une période qui est difficile dans le sens où c'est le pic, c'est le moment de l'année où on a le plus de stock avec tout ce qui concerne l'hiver qui était quasi tout arrivé. Est-ce que le matériel de vente a été touché lui également? Alors, il a été touché surtout par toutes les nuisances que la fumée apporte. Et l'odeur est assez présente. Donc, effectivement, il y a une désinfection qui a commencé à s'opérer dessus, mais à voir comment le rendu sera fait. Donc voilà, le matériel est récupérable à 100%, donc tout ce qui est ski, chaussures de ski. La grosse discussion et la grosse attente maintenant, c'est sur la confection. Qu'est-ce que ça signifie pour l'entreprise? Le magasin est désormais fermé. Est-ce qu'on entrevoit déjà une réouverture? Et puis aussi pour le pôle sport-études, puisqu'il y a les jeunes qui viennent s'entraîner aussi tous les jours. Voilà, alors la première partie de votre question, c'est le magasin sera fermé le moins longtemps possible, mais je pense qu'il faut quand même qu'on compte une quinzaine de jours pour pouvoir tout désinfecter, tant au niveau des vêtements, du mobilier, de l'immobilier, etc. Parce qu'on a passablement de murs qui sont devenus noirs, etc. Donc ça, c'est la première chose, donc j'irai une quinzaine de jours. Et la deuxième chose, pour tout le pôle, ils ont des activités, le sport-études particulièrement. On est en train de mettre en place une forme de délocalisation, mais ce n'est encore pas tout à fait fait. Mais il semble qu'on aurait la possibilité peut-être de les faire étudier dans la maison de mes parents et manger à midi dans la maison de mes parents avant de rejoindre ou les cours de tennis chez nous en début d'après-midi pour faire une activité, ou selon les décisions du Conseil fédéral qui vont tomber tout à l'heure, d'aller peut-être au centre sportif en bord pour faire leur activité footballistique. Alors ça, je dois malheureusement parler au conditionnel parce que tout n'est encore pas
pas acté. Donc, c'est un peu dans le pipeline maintenant et ça va se décider d'ici la fin de cette semaine. Une phase de reconstruction, donc, dans tous les sens du terme. Merci beaucoup, Marc Buchard. Merci beaucoup à vous et excellente journée. Un quart de siècle pour la Fédération suisse des parlements des jeunes pour célébrer son 25e anniversaire. Et cette 25e édition s'est déroulée la semaine dernière sur 3 jours. Plusieurs conférences et événements à Nyon. On en parle avec le coprésident du comité directeur de la fêtière, Damien Richard. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Alors, comment s'est déroulé cet anniversaire ? C'était génial. On a eu une chance d'avoir des participants aussi motivés, puis aussi d'avoir un podium aussi bien motivé, puis un événement aussi beau que ça. C'était vraiment génial. Qu'est-ce que vous souhaitiez célébrer avec ces 25 ans ? Vraiment notre réussite, si on peut dire, sur ces 25 années, enfin, depuis notre création, les différents projets qu'on a pu mettre en place avec nos projets comme Engage.ch, EasyVote, tout le domaine Youpa qui soutient les parlements et conseils des jeunes en Suisse, tout notre domaine aussi comme fondement de la participation politique aussi qui vient en support et qui vient aussi amener un savoir qui est généré dans les différents domaines. Et c'était vraiment une fierté de pouvoir présenter où on en était actuellement et aussi de se dire où on en sera dans 25 ans aussi. On en parlera d'ici quelques instants, justement. Au centre des discussions, notamment, le thème dominant de cette conférence, c'était la formation et la participation à la vie politique. Vous me dites si je dis une bêtise. Qu'est-ce qu'il en est ressorti de cette discussion ? Alors, au niveau du débat, il y a eu du podium, il y a eu différentes prises de position, si on peut dire, ou différentes discussions qu'il fallait continuer à s'engager ou à vouloir le faire. Après, au niveau de différents ateliers qu'on a mis en place lors des workshops, le samedi, où il y a eu plein de... des workshops. Donc voilà, c'était des personnalités de la région et d'autres participants. Comment ça s'est créé ? Donc on a vraiment, dans l'idée, de pouvoir amener des jeunes qui venaient de la région, enfin donc des représentants de la région, comme aussi des gens qui venaient de Suisse allemande, des conseillers nationaux, conseillers aux États pour la partie politique, tout comme des collaborateurs de chez nous qui ont vraiment ce savoir aussi dans les différents domaines dans lesquels ils travaillent, que ce soit au niveau relations avec les médias, et aussi tout ce qui est la partie networking, toute la partie de gestion de projet, qui ont vraiment pu partager ces connaissances avec nos différents membres qui étaient à cette conférence des parlements des jeunes. J'imagine que ces discussions mettaient aussi en lumière le besoin des jeunes. Qu'est-ce qu'il en est ressorti ? Alors principalement qu'on puisse continuer à vivre, si on veut dire, la politique, continuer à s'exprimer même cette situation actuelle et qu'il y a toujours encore un besoin de place pour les jeunes et un lieu pour pouvoir s'exprimer, aussi pour être entendu et être écouté. Et le fait d'être plus entendu, ça passe par la formation, vous nous dites ? Pas que. Ça passe par la formation pour comprendre notre système, mais ça passe aussi surtout par une possibilité au niveau des structures existantes, une amélioration et une possibilité aux jeunes de pouvoir s'engager. Une rencontre également avec le Conseil fédéral en la personne de Guy Parmelin. Quel était le message que vous souhaitiez lui faire passer ? Alors pour nous, c'était vraiment de lui faire comprendre, de lui transmettre le message plutôt, que les jeunes ont aussi une voix et souhaitent aussi avoir une place dans toutes les discussions actuelles, principalement sur les thématiques qu'on a de nos jours. Ça sera nous qui devrons vivre les conséquences dans les prochaines années, dans les prochaines dizaines d'années. Et aussi, il y a un des jeunes qui m'a dit une fois, c'est drôle, par exemple, on parle maintenant de politique de retraite ou comme ça, mais ça sera aussi nous qui devrons les supporter et continuer à décider pour le futur. Donc c'est aussi de se dire, mais tout comme on traite la jeunesse de nos jours, ce sera aussi ces jeunes-là qui prendront les décisions quand les aînés actuels seront à la retraite. Donc il y a aussi cette question de, faut apprendre vraiment à vivre tous ensemble, comme on le fait actuellement. Je pense encore aller plus loin au niveau de la voix de chacun qui doit être pris autour de la table. Et parce que vous citez l'exemple du vivre ensemble, j'aimerais y rester un petit peu dans cette situation particulière et cette crise sanitaire. On a l'impression qu'il y a un peu une dichotomie entre les vieux et les jeunes. Vous vous sentez parfois pointé du doigt ? Il y a dans certains cas de figure, oui, souvent on me dit les jeunes continuent à faire la fête, c'est scandaleux, etc. Certes, il y a des jeunes qui continuent à faire la fête, comme il y a aussi des aînés qui continuent à faire la fête, qui continuent à voir leurs amis, à faire leurs apéros, au lieu de les faire à 23h comme peut-être des jeunes, ils les font à 17h sans respecter les mesures. Je pense que c'est vraiment une question de société en son ensemble. Il n'y a pas les jeunes, les vieux d'un côté, comme il n'y a pas une question qui doit être on met tous les vieux en quarantaine pour que les jeunes puissent continuer à vivre. Tout comme il ne doit pas avoir les jeunes c'est un scandale, ils font n'importe quoi, mais les jeunes, les anciens, c'est des personnes qui sont irréprochables. Je pense qu'il y a vraiment toute la société qui doit se remettre en question et vraiment travailler ensemble. 2020, une année particulière, encore plus lorsqu'on célèbre ses 25 ans. Qu'est-ce que vous retenez du coup, le fait de célébrer ses 25 ans au sein de cette crise ? Pour nous, c'était quand même une question un peu difficile, est-ce qu'on maintient l'événement, comment on avance. Pour nous, il y a toujours eu cette idée de se dire, peu importe la situation, l'engagement des jeunes, il est tout le temps important, il doit tout le temps être là, et les jeunes ont envie de s'engager, on doit toujours leur donner cette possibilité. Il y a des jeunes qui ont envie d'être présents, ils nous l'ont démontré en venant à l'événement, on a aussi eu une ou deux annulations de dernière minute, mais on a aussi toute une partie de jeunes qui a dit non, on voit que les mesures sont respectées, les mesures du Conseil fédéral, qu'on soutient, qu'on met en vigueur aussi. Mais au-delà de ça, il y a toujours ce besoin de participer. Comme on voit le Parlement qui veut aussi se réunir,
c'est la même chose au niveau des jeunes. Et vous avez su créer une réelle ambiance malgré justement ces mesures qui ont été respectées. Aujourd'hui, la Suisse compte environ 8 ans de Parlement des jeunes, parmi lesquels environ 150 membres de la FSPJ. Qu'est-ce qui va rester de ce jubilé? Alors, ce qui va rester, principalement, c'est un excellent souvenir, je pense, à tous les participants. Et on a aussi eu à cœur de pouvoir vraiment marquer la chose au niveau physiquement en plantant 25 arbres, en fait, qui symbolisent nos 25 ans, aussi différents arbres fruitiers à Dullier, donc à proximité de Nyon. Et ça a vraiment aussi été une chance pour nous de pouvoir mettre ce projet en place. Et quels fruits est-ce que vous souhaitez récolter du coup à l'avenir? Alors pour nous, les fruits qu'on aimerait récolter, c'est encore plus de possibilités de participation des jeunes, plus de participation et des structures mises en place qui prennent encore plus la voix des jeunes, si on peut dire. Damien Richard, coprésident du comité directeur pour la Fédération suisse du Parlement des jeunes. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci beaucoup. C'est tout pour cette rétrospective de la semaine. Un plaisir d'avoir été en votre compagnie. On garde le moral et on se retrouve très vite. Bonne suite de programmes sur Nyon Région Télévision.